Je voudrais remercier très sincèrement les auteurs de cet ouvrage, Karine Berger et Valérie Rabault, vous êtes toutes les deux des cadres de haut niveau dans deux groupes internationaux, mais surtout vous êtes penchés sur quelque chose qui est bien caractéristique de la France, qui est la sinistrose. C'est une remarque assez générale qu'on connaît bien au centre parce que on a fait un certain nombre on a participé à certains sondages d'opinion à l'époque du récent colloque sur la crise économique, récent qu'on a fait en septembre dernier. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de sondages qui existent aussi et qu'on connaît tous et qui montrent que nous sommes moins confiants en notre avenir que ne sont même les Irakiens ou les Afghans, c'est dire. Voilà, et qu'il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont pas contents de la situation, ça on le sait aussi. Alors, malgré tout, c'est du coup plutôt sympathique et rafraîchissant d'avoir un ouvrage comme le vôtre, qui suscite non pas une approbation unanime, nous le voyons, mais en tout cas qui fait souffler plutôt un vent d'optimisme et de fraîcheur. Parce que, en fait, c'est très facile d'être décliniste. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a autant de déclinistes. C'est que, les défis, il y en a toujours. On les connaît tous. Ils sont évidemment pas imaginaires. Il y a le défi du monde émergent. Il y a le défi du chômage de masse. Et évidemment, quand on compare ça à la référence implicite, même explicite de votre ouvrage, qui est la période des 30 Glorieuses, où tout paraissait possible, où on paraissait être sur un sentier de croissance à un rythme élevé, extrêmement enthousiasmant, eh bien, on peut être un peu découragé. C'est des 30 Glorieuses, selon le titre du célèbre ouvrage de Jean Fourastier. Ce sont ces années donc exceptionnelles à la suite de la Seconde Guerre mondiale et avant le premier choc pétrolier. C'était la période du plein emploi, c'était la période du pouvoir d'achat qui augmentait en moyenne de 4% l'an, l'accession pour le plus grand nombre au confort de la vie moderne, l'automobile, le réfrigérateur, le lave-linge, la télévision. Et aussi une période de forte mobilité sociale. On avait l'impression que tout était possible, d'ascension sociale, des millions d'enfants d'ouvriers ou d'employés qui ont pu faire des études, progresser dans leur entreprise et leur administration. Un seul chiffre qui donne la mesure du progrès accompli. En 1945, le niveau de vie des Français au sortir de la guerre équivalait à la moitié de celui des Américains. Et 30 ans plus tard, en 1975, il atteignait 80%. Mais ce chiffre, je pense, est aussi intéressant parce qu'en réalité, il permet de toucher du doigt ce qui, justement, n'était pas forcément reproductible à l'infini dans la croissance des 30 Glorieuses, qui est que c'était une croissance qui était basée sur un rattrapage par rapport à la situation des États-Unis. Et évidemment, ce rattrapage, il prend fin au moment où on s'en rapproche. On ne l'a pas tout à fait atteinte, mais on n'est quand même pas du tout au niveau d'écart qu'on avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de se poser la question dans les termes que vous posez. Voilà, est-ce qu'on est sur un autre sentier plus bas auquel on est un peu condamné, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres moteurs qui peuvent embrayer après le moteur qui avait l'air un peu miraculeux, mais qui en même temps était relativement facile à comprendre économiquement, qui était ce moteur du rattrapage économique, du rattrapage en termes de société de consommation, etc. Alors, en comparaison de ces progrès accomplis, les perspectives qui sont le plus souvent dessinées pour les 10 à 20 prochaines années paraissent un peu ternes. On parle d'une croissance de 1,5% par an, d'une mobilité sociale qu'on a du mal à faire progresser comme on a pu le connaître par le passé, l'affaiblissement de l'opposition par rapport aux pays émergents. Alors là aussi, c'est une fatalité. Enfin, les pays émergents eux-mêmes sont dans ce processus de rattrapage qu'on a nous-mêmes connu par rapport à d'autres. Mais en même temps, on a l'impression que tout ça va balayer la France d'une manière quasi inévitable. Et c'est là que vous apportez un démenti. Ce démenti peut nous donner un peu de baume au cœur, puisque vous avez imaginé ce à quoi pourrait ressembler dans 30 ans, en 2040, une France qui aurait échappé à ce scénario gris, une France de 80 millions d'habitants, devenue plus peuplée d'Europe, avec une croissance annuelle de 3%, un chômage limité à 5,5%, la disparition des banlieues ghettoisées, et surtout, parce que c'est un peu la condition du reste, une France innovante qui a réussi à développer les technologies du futur, les cellules photovoltaïques hyper résistantes, les centrales nucléaires à réacteurs propres ô combien d'actualité. C'est pas la cause des manifs, mais il pourrait y en avoir d'autres. Un moteur de voiture consommant 10 litres au 100, etc.
Et donc, ces tableaux qui relèvent de la fiction, vous intitulez Conte Syzygie, et vous nous direz pourquoi, n'entend évidemment pas être une prédiction. On sait tous que l'art de la prospective et de l'imagination, il ne s'agit pas de construire un scénario et de regarder dans 10 ans si ça s'est bien passé comme ça, mais c'est un point de mire imaginaire, une sorte de fin heureuse des 30 Glorieuses qui nous invite à réfléchir justement à ce que peut être la réussite et pas seulement à ce qui peut causer notre échec grâce à un important effort d'innovation en particulier. Alors, je ne dirais pas quelle est la méthode que vous utilisez pour arriver à ce résultat, parce que vous avez dû nous en parler, mais on peut quand même dire que vous plaidez plutôt pour le retour d'un État investisseur, superviseur du développement économique, et de ce point de vue-là, c'est une sorte d'hommage au progrès piloté cher à Jean Monnet, et de ce point de vue, il nous semblait que votre présence aujourd'hui dans les murs de feu le commissariat général au plan, mais du bien vivant centre d'analyse stratégique s'imposait, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est content de vous accueillir. La crise, vous l'indiquez, a aussi mis en cause, non pas mis à bas parce qu'il est quand même, il a quand même aussi une solidité à côté de ses fragilités, mais conduit à se poser un certain nombre de questions sur le capitalisme financier anglo-saxon, et donc parce que c'est le mouvement habituel du pendule remise en lumière l'intérêt d'un modèle français trop souvent décrié, mais vous allez plus loin. Car vous expliquez comment, selon vous, nos débats économiques depuis une quinzaine d'années, baisse de la compétitivité, fléchissement du commerce extérieur, stagnation des progrès dans l'éducation, sont en partie liés à l'abandon progressif de notre modèle social. Et donc, comment est-ce qu'il faut soit le réhabiliter, soit le réformer, parce que votre livre n'est certainement pas un plaidoyer pour le conservatisme dans notre domaine. C'est ce que vous allez nous expliquer. Il est vrai que la réussite des 30 Glorieuses tient en partie, pas seulement au rattrapage que j'évoquais, mais aussi à ce rôle central de la puissance publique dans la conduite de l'économie, à travers des grands programmes d'innovation, qui là aussi ont connu certaines heures de gloire ici et qui vivent encore dans l'imaginaire et aussi dans la réalité économique de notre pays, que ce soit l'aéronautique, le nucléaire, encore, le train à grande vitesse, mais aussi la modernisation de l'agriculture. Et en même temps, ce que vous évoquez dans ce que vous appelez le business plan pour la France, à la fois renvoie à ces exemples, mais en étant très tourné vers l'avenir, parce que sinon on ne serait pas d'innovation, et en même temps prête évidemment à discussion, ne serait-ce qu'au plan budgétaire, mais c'est un sujet que je laisserai au débat que j'imagine très riche qui va suivre votre présentation. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je ne veux pas dévoiler la substantifique moelle de votre ouvrage. Et je ne vais pas non plus trancher pour dire si oui ou non vous avez raison d'être optimiste, parce que ça, ce sera à vous d'essayer de nous en convaincre. Mais je vais quand même dire ceci, qu'il y a au moins un point sur lequel je me retrouve dans votre approche, c'est que comme au centre d'analyse stratégique, on fait quand même des études qui se veulent des études prospectives, qui traitent de beaucoup de sujets qui relèvent soit du développement durable, soit de l'économie, donc beaucoup des choses que vous évoquez dans votre ouvrage. Je suis quand même aussi frappé comme vous par le fait que il y a toujours cette espèce de présupposé qu'on attaque les sujets en disant bon, certes ça va très mal, certes on va dans le mur, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour corriger un peu le tir? Et puis dès qu'on creuse, on se rend compte que oui, la France innove, oui, la France a des leaders, oui, elle est souvent très bien placée dans les sujets qu'on évoque, mais on doit creuser pour s'en convaincre nous-mêmes, comme si c'était pas automatique. Et comme je voyage un peu, je sais que ça n'est pas comme ça que nos amis américains, nos amis anglais ou même nos amis allemands abordent le même genre de problème. Et donc de ce point de vue-là, je pense que votre ouvrage apporte vraiment une approche qui est salutaire. Voilà, je ne veux pas rester avec vous pour le débat et je le regrette, mais je vous laisse entre les mains capables de Julien Vinocq qui a organisé cette soirée. Je voudrais vous dire à nouveau que je suis très heureux de vous accueillir ici, malgré ou même avec l'animation que vous y procurez malgré vous. Et je remercie évidemment l'assistance chaque fois plus nombreuse qui participe à ces rendez-vous du CAS. Merci beaucoup. Merci Monsieur Chriki, surtout merci à tous les organisateurs de cette soirée du Centre d'analyse stratégique. Je vais commencer par une introduction, après je laisserai la parole à Valérie Rabault sur la présentation de la première partie de notre ouvrage, et puis je reprendrai la parole tout à l'heure. Mais bon, première chose, je suis Karine Berger, elle c'est Valérie Rabault.
quelques mots d'introduction pour vous dire d'abord que, évidemment, c'est un honneur d'être reçu par le Centre d'analyse stratégique, puisque notre livre porte de fait sur tout ce que la France a reçu en héritage du Commissariat général au plan. Alors c'est un exercice assez compliqué de parler de planification dans la France de 2011. D'ailleurs, on n'a pas réussi. On a transformé plan en business plan, ce qui a fait rire beaucoup de personnes un peu peut-être classiques. Et qui disent, pourquoi vous utilisez ce mot atroce de business plan? Parce que en fait, utiliser le mot de plan dans la France de 2011, c'est quelque chose d'extrêmement lourd à porter. Mais c'est bel et bien cette logique qui a été insufflée par Jean Monnet, Valérie Rabault va y revenir tout à l'heure, dès 1946, de l'idée qu'on peut organiser les choses de manière générale à travers un plan, qui est un élément très important de ce livre. La deuxième chose, c'est que je voulais aussi vous dire en introduction que bien naturellement, ce livre est dédié à Jean Fourastier. Pourquoi avoir utilisé, sans son autorisation, le titre mythique qu'il a inventé en 1978, Les 30 Glorieuses, et qui porte, comme l'a rappelé Vincent Stricki, sur la période 45-75? Pourquoi l'avoir utilisé? Pour une raison simple, c'est que nous sommes l'une et l'autre actives dans les questions économiques depuis une bonne dizaine d'années. Et notamment sur les questions macroéconomiques, on s'est aperçu que la discussion sur la croissance, sur la création de richesse, était quelque chose de difficile en France, de juger compliqué, de juger inaccessible, de juger technique. Et on s'est aperçu que quand on utilisait le terme, non pas croissance, mais 30 glorieuses, c'est pareil, ça marchait beaucoup mieux. C'est-à-dire que brusquement, tout le monde voyait très bien ce dont on voulait parler, et que la croissance économique et le progrès social qui accompagne la croissance économique étaient naturellement associés dans la tête de chacun à cette période des 30 glorieuses. Alors, quelques mots pour finir cette introduction sur les motivations de ce livre, parce que c'est une question qu'on nous a souvent posée, et je crois que c'est une question importante pour comprendre aussi les éléments qu'on va développer avec vous, et j'espère sous votre regard critique. La première des motivations, c'est que nous sommes l'une et l'autre dans des entreprises internationales qui ont été au cœur de la crise financière de 2008-2009. Et quand on dit au cœur de la crise financière, c'est que moi j'ai eu un matin une réunion de comité de direction auquel j'appartenais, où on nous a dit, voilà, aujourd'hui, en fonction des décisions qu'on prend, c'est l'emploi de 1000 personnes qui est en jeu. Ce jour-là, je peux vous assurer que tous les discours déclinistes du type « la France est foutue, il n'y a pas de solution, etc. », on ne veut plus les entendre. Ce qu'on veut, c'est trouver une solution à la fin de la réunion pour éviter que 1000 emplois soient supprimés. Et ce déclic-là, qu'on a eu l'une et l'autre dans des milieux assez différents dans la crise financière, ce déclic, c'est quoi la solution pour la suite des événements en France? Il a été vraiment, je crois, moteur dans l'écriture de ce livre. Il y a une deuxième raison qui est que, effectivement, comme l'a rappelé Vincent Stricki, on entend beaucoup les déclinistes, les déclinologues. J'ai jamais réussi à trouver le bon terme. Ça fait 15 ans qu'au fond, quand on écrit de l'économie en France, ou quand on parle d'économie en France, on part du présupposé que tout va mal. Et d'ailleurs, on commence toujours par dire, je vais vous dire la vérité, je vais avoir le courage de vous dire la vérité, ça va mal. Bon, quand au bout de 15 ans, chaque fois qu'on va dire la vérité, c'est que ça va mal, vous comprenez que la prise de risque, elle n'est plus là. La prise de risque, c'est ceux qui disent que ça peut aller bien. Et c'est cette prise de risque-là qu'on a voulu tenter, c'est-à-dire est-ce que oui ou non les choses vont si mal, et est-ce que oui ou non c'est foutu, comme la grande majorité des auteurs économiques nous le défendent depuis quelques années. Il y a une troisième raison à l'écriture de ce livre, une raison peut-être plus personnelle, c'est que l'une et l'autre, nous sommes engagés dans la vie publique, et l'une et l'autre, on a observé que discuter de choses économiques en France, c'était compliqué pour la plupart des gens, qui trouvaient que les choses étaient techniques, ça faisait peur. Et on s'est dit, est-ce qu'on est capable d'écrire un livre sur l'économie qui puisse être discuté, lu et discuté par le plus grand nombre de personnes? Et donc c'est aussi un exercice de
d'ouverture au plus large public possible que nous avons voulu réaliser sur les grandes idées, les grands débats de politique économique qui nous tenaient à cœur. Enfin, il y a une dernière raison que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est évidemment que nous sommes à une année de l'échéance de 2012 et qu'on a souhaité apporter, si pas une pierre, du moins un petit caillou ou un morceau de sable au grand débat qui s'ouvre en France jusqu'au printemps 2012. Voilà, c'était pour les mots de l'introduction. Je laisse Valérie vous exposer la première partie des idées de ce livre. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rejoins effectivement ce que Karine a dit. Être invité au Centre d'analyse stratégique, c'est un très grand honneur. Surtout qu'effectivement, comme Karine l'a rappelé, la notion de business plan est centrale dans cet ouvrage qu'on a écrit sur les 30 Glorieuses sont devant nous. Alors, comme dans tout bon business plan qu'on a les uns et les autres, ou que nous, on mène dans nos activités professionnelles, la question de départ et qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait si on ne fait rien? À quoi va ressembler la France de 2030-2040 si on ne fait rien? Alors, je vais vous dire à quoi elle va ressembler. Merci. Pour tenter de la décrire, évidemment, il y a énormément d'indicateurs pour décrire cette France de 2040. On en a choisi deux qui nous paraissent extrêmement importants. C'est la population, ce que vous voyez sur le graphe de gauche que je recommenterai un peu plus tard, et le positionnement, la création de richesse de la France, son classement en termes de croissance du PIB à horizon 2000, 2025, 2040. Donc ça, c'est des projections que nous avons faites à partir de chiffres du FMI ou de données publiques. Alors si je reviens sur le graphe de gauche, vous avez en horizontal les années, et en vertical la projection de la population de la France d'ici les années 2030, 2035, 2040. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on atteindrait une population d'environ 70 millions d'habitants, ce qui nous mènerait, bon an, mal an, à rester la deuxième population de la zone euro et être au coude à coude avec l'Allemagne. Donc là, on garde une fois de plus, grâce à la natalité que nous avons en France, une position assez confortable au sein de l'Europe en termes de population. Maintenant, si on regarde en termes de richesse ce qui peut se produire, donc on a fait différents scénarios. Aujourd'hui, on a un PIB par tête en euros 2010 de l'ordre de 46 000 euros. Si on prend une croissance telle que celle que M. Chriqui a mentionnée tout à l'heure, entre 1,5% et 1,5% par an pour les 30 prochaines années qui nous attendent, on passerait d'un classement de la cinquième puissance économique mondiale, à la 6e puissance. Donc là, encore une fois, rien de très catastrophique, puisque le déclassement qu'on nous promet sera un déclassement d'une place, ce qui est plutôt, en termes de palmarès, ce qui est plutôt quand même très bien. Si on regarde ce que ça fait en termes d'argent, de PIB par habitant, on voit qu'on passerait de 46 000 à 65 000 euros en 2040, en équivalent euro 2010, sur les projections. Donc là encore, rien de très catastrophique, c'est plutôt un scénario gris, qui n'est pas exceptionnel, mais qui n'est vraiment pas catastrophique. Dans le livre, on décrit un scénario noir qui suppose plusieurs conditions. Il faut vraiment que ça se dégrade beaucoup. On y consacre quelques pages, mais on ne le passe pas sous silence. Et on pourra répondre évidemment aux questions sur ce scénario noir si vous le souhaitez. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est bon, effectivement, si les déclinologues ont le vent en poupe, si effectivement on a soi-même, en tant que pays ou en tant que collectivité, l'impression que tout va mal et que chez les autres ça va mieux, c'est sans doute qu'il y a une raison. Alors, on a tenté effectivement de se replonger dans cette fameuse période des vraies 30 glorieuses, qu'on n'a pas connues ni l'une ni l'autre, puisqu'on est né en 73, donc c'était au moment du choc pétrolier, et de voir ce qui avait pu être la colonne vertébrale
de cette dynamique de création de richesse. M. Chriqui l'a mentionné, il y a évidemment le rattrapage lié à la Seconde Guerre mondiale, mais ça va beaucoup plus loin, et le terme employé par Jean Fourastier est extrêmement révélateur de cette dynamique de création de richesse. D'ailleurs, Jean Fourastier emploie un mot que je trouve fabuleux. Le progrès, c'est pas quelque chose qui arrive de manière en claquant des doigts. Il évoque le mot de procédure du progrès. Donc le progrès, c'est tout sauf quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se construit. Et la manière dont on a tenté de décrypter cette procédure du progrès, c'est ce qu'on a appelé le modèle, enfin c'est ce qui est appelé le modèle français, qu'on a tenté de qualifier selon 3 axes. Un trimoteur, donc qu'on a associé à la devise républicaine. La liberté, c'est la prise de risque. Une économie sans prise de risque, sans investissement, est une économie bloquée. Qui, au bout de quelques années, s'essouffle et est incapable de rembrayer sur de nouveaux investissements et une nouvelle création de richesse. La spécificité qu'on a vue à la France, c'est que bien avant le Royaume-Uni, la France a inventé ce qu'on pourrait appeler les partenariats publics-privés avec une étincelle publique. Alors c'est plus qu'une étincelle, surtout quand on parle dans ce lieu magique qui a abrité le commissariat général au plan. C'est une véritable étincelle qui a entraîné dans sa dynamique, les entreprises privées qui ont en quelque sorte pu s'accrocher à ce squelette très fort et qui a avancé. Donc ça, c'est la liberté. L'égalité, ça nous paraît quelque chose d'essentiel pour qu'il y ait une adhésion à ce progrès. On le voit, on peut... alors peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont inventé l'Airbus, moi je ne l'ai pas inventé, et pour autant dans la dynamique à titre personnel de vie que j'ai pu avoir jusque-là, j'ai bénéficié de ce progrès qui a été engrangé par la France autour de la création de ces Airbus, autour de la création de TGV. Je ne vais pas mentionner tous les fleurons qui ont émergé au cours de ces 30 années, mais il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'on ait l'impression, même si on n'a rien fait, et je peux vous assurer que sur l'Airbus, je n'ai rien fait, on ait l'impression de participer à ce progrès collectif. Donc cette égalité est assurée d'un côté par la protection sociale et de l'autre par l'éducation comme ascenseur social. Et enfin, la fraternité. Dans le fond, les 2 premiers piliers pourraient fonctionner si on était tout seul, si on fonctionnait dans un espace fermé. La France est une puissance économique importante, donc elle est ouverte sur le reste du monde. Et effectivement, elle crée, via l'immigration, via l'Europe, via aussi les services publics, une fraternité, des échanges qui s'opèrent à la fois entre ses concitoyens et aussi les États, nos États partenaires en Europe. Donc ça, c'est les 3 moteurs du modèle français. Et la réussite des 30 Glorieux, c'est d'avoir fait marcher ces 3 moteurs en même temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la réussite qui a pu avoir lieu. Quand un moteur est en panne, on verra que le modèle tout entier déraille. Donc le résultat de tout ça, vous les connaissez sans doute beaucoup mieux que moi, les TGV, l'énergie, les grands groupes qui ont émergé. Si on prend des grands groupes du BTP, on prend un exemple dans le livre, effectivement ce partenariat public-privé, ces allers-retours incessants, ont permis l'émergence de grands groupes qui sont dans les tiroirs, enfin dans les numéros 1 ou 2 mondiaux. Alors pourquoi on pense que depuis le milieu des années 90, il y a une rupture? Cette rupture, on ne la qualifie pas par un moteur qui s'est arrêté, mais par les 3 moteurs qui se sont arrêtés en même temps. Et donc, si on veut recréer ou tenter de recréer les 30 Glorieuses de demain, il va falloir faire redémarrer les 3 moteurs en même temps. C'est ce qu'on tente de proposer dans le business plan qu'on évoque. Le premier moteur qui est tombé, c'est la liberté, avec une prise de risque moindre au total dans l'économie, que cette prise de risque soit assurée par le public ou par le privé. Il y a moins d'investissement, moins de prise de risque. Je ne citerai pas son nom, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un patron d'une grande société du CAC 40 industrielle. Je lui ai demandé, est-ce que vous prenez plus de risques qu'il y a 20 ans? Alors il réfléchit, il me dit, j'en prends autant, mais ce n'est pas le même risque. Il y a 20 ans, je prenais plus de risques technologiques dans l'invention. Aujourd'hui, comme je suis un groupe mondialisé, je prends plus de risques pays. Donc en fait, la prise de risque sur l'aspect technologique, c'est quelque chose pour lequel il y a une rupture qu'on a à peu près datée au milieu des années 90.
Le deuxième point, c'est l'égalité qui est tombée. Donc, avec la crise de 93, on a vu les inégalités exploser. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? On ne répond pas à la question, mais toujours est-il que ça marque une vraie rupture. Et le dernier point, l'ouverture sur l'autre, la fraternité, qui donne lieu à quelques manifestations. L'immigration, on a regardé effectivement ce qui se passait chez nos voisins européens et américains. La part des étrangers dans la population active baisse en France. Il y a un autre pays qui est dans ce cas-là, qui est la Hollande. Et puis on voit que les services publics, il y a une baisse aussi de l'investissement, donc de ce rôle fondateur des services publics. Alors oui, on va pouvoir avancer après. Une fois qu'on a dit ça, rupture du milieu des années 90, comment on remet en route les trois moteurs à la fois? On a relu très attentivement les plans, donc celui de 46 de Monet, qui était tout à l'heure cité par M. Schrecky, qui sont des petits bijoux, dans le sens où il est fabuleux de voir des gens qui sortent d'un conflit meurtrier et destructeur en termes de vie et de richesse, arriver à se projeter dans le futur, mais un futur qui ne soit pas juste de la reconstruction, un futur qui soit bien meilleur. Et pour y parvenir, ce plan s'est fait autour d'objectifs extrêmement limités, avec une concentration des moyens extrêmement limitée pour que ça puisse être efficace. C'est-à-dire pas de dissémination, pas de saupoudrage, mais bien au contraire une concentration des moyens. Donc il y a deux choses qui nous ont interpellés dans ce qui avait été fait. Il y a à la fois la définition d'objectifs, où est-ce qu'on veut être dans 5, 10, 20 ans, en l'occurrence c'était 5 et 10 ans, et comment, et des objectifs quantifiés. C'est pas juste de dire on veut améliorer la croissance. Non, c'est quelle croissance on veut obtenir et comment on veut l'obtenir. Alors là, on a retenu 5 objectifs chiffrés que vous voyez s'afficher des deux côtés. Donc le premier, c'est le doublement du taux de croissance du PIB par habitant. Au lieu d'avoir les 65 000 euros qu'on mentionnait tout à l'heure, on serait plutôt autour de 80 000 euros dans les années 2030. On veut augmenter la productivité des ressources. Je crois qu'une des différences essentielles par rapport aux 30 glorieuses passées, c'est qu'on pouvait avoir l'impression d'un monde de ressources infinies, en tout cas dans les vraies 30 glorieuses. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Donc cette productivité des ressources, la doubler, est quelque chose d'essentiel. Troisième volet qui concerne le pilier égalité, c'est faire baisser de 40% le risque de pauvreté après transfert social. Quatrième volet qui accompagne évidemment le changement démographique, c'est une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Donc on y reviendra sur le plan volet santé. Et le dernier point, c'est augmenter la part des énergies renouvelables, avec une consommation d'énergie renouvelable et une baisse de l'énergie dans les transports. Donc ça, ce sont 5 objectifs chiffrés. Que propose-t-on pour y arriver ? Alors on propose ce qu'on a appelé un business plan qui s'appelle France Européenne 2040, qui concerne la France, mais qui ne peut pas se faire sans le reste de l'Europe, ou en tout cas avec des partenariats ciblés, on y reviendra sans doute. Donc 90 milliards sur 3 ans, 30 milliards d'investissements par an. On reviendra sur le plan de financement, parce qu'effectivement, la question des finances publiques est essentielle. Sur ces 30 milliards, ces 90 milliards, on en consacre 20 à l'énergie, 20 au transport, 15 à la santé et 30 à l'éducation. Donc ce qui est très important, c'est qu'on définit les objectifs, c'était la première partie, et là on définit 5 priorités pour y arriver, et parmi ces 5 priorités, il y a 3 secteurs d'investissement, qui sont l'énergie, les transports et la santé. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ces 3 secteurs ? C'est parce que déjà on est bon, on ne part pas de rien, on ne part pas de zéro. C'est parce que quand on lit les différentes études économiques ou simulations, c'est ceux qui offrent, en tout cas pour l'énergie et les transports, le plus fort levier pour permettre à d'autres de créer de la croissance. C'est-à-dire que ce sont eux, quand on concentre des investissements dessus, qui permettront à d'autres entreprises privées d'avoir le déclic qui permettra de générer le plus de croissance. Et la santé, ça nous paraît être un axe essentiel en termes de recherche pour accompagner le vieillissement de la population. Donc une fois qu'on reviendra peut-être sur la rentabilité attendue de ces investissements, on arrive à un relèvement de la croissance potentielle. Au lieu d'avoir 1,5, on passe à 2,2 en 2020, puis à 3% d'ici 2035. On arrive à une population de 80 millions d'habitants, on y reviendra aussi.
Et on arrive à un PIB par tête, ce qui était notre objectif mentionné précédemment, de 80 000 euros par tête à horizon 2040. Donc ça, c'est pour le business plan, les résultats attendus. Et je vais laisser Karine vous détailler, vous donner quelques précisions sur ce business plan. Alors, dans le détail des 5 priorités qu'on a donc rassemblées sous le terme la nouvelle croissance à la française. Voilà. Je vais que vous continuez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Premier axe, la population. Sur les 5 axes de notre proposition, la population est presque le point d'entrée. On dit 2 choses. On dit qu'il faut que notre population reste jeune. Et il faut que notre population soit formée de la manière la plus efficace. Alors là, quelques chiffres qui expliquent sans doute la prise de parole dans la rue de tout à l'heure. On est actuellement en 2010 sur la colonne de gauche, c'est-à-dire avec une part de la population des personnes âgées de plus de 65 ans de 17% en France. Selon l'INSEE, à horizon de 2040, on aura une part de la population de plus de 65 ans qui naturellement irait à 26%. Nous disons qu'il faut maintenir la structure de population, la pyramide des âges qu'on aura en 2020, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 21% de plus de 65 ans dans la population pour des problématiques de coûts sociaux et des problématiques de productivité. Et donc, pour maintenir ce ratio de personnes de plus de 65 ans à 21% jusqu'en 2040, on propose de choisir l'immigration, le pilier fraternité. Et donc, notre estimation est que par rapport à une immigration légale évaluée à 100 000 personnes par an en France actuellement, il faudrait aller vers une immigration légale de l'ordre de 300 000 personnes par an pour arriver à maintenir tout simplement cette pyramide des âges. Sans cet appel à l'immigration, on n'aura pas les moyens de maintenir la pyramide des âges telle qu'elle apparaîtra dans les années qui viennent. J'ajoute que notre position sur ce sujet-là est assez politique. Nous disons ni immigration subie, ni immigration choisie, une immigration attractive, c'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen que la France redevienne un pays qui intéresse les meilleurs dans le monde entier, qui intéresse toute personne qui a envie de réussir sa vie et qui donne envie d'arriver sur notre territoire. Alors ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, purement démographique, qui est clé. Et la partie formation, là, je parle d'une petite statistique qui nous a beaucoup étonnés et qui peut-être peut faire polémique. On a regardé une statistique de l'OCDE sur les gains en termes de salaire d'une année supplémentaire d'études dans l'OCDE. Donc, après le bac, l'OCDE a calculé combien vous gagnez en plus dans votre vie par an si vous faites une année d'études supplémentaires. La moyenne de l'OCDE, c'est 35 000 euros par an, c'est-à-dire que si vous faites une année de plus d'études, vous gagnez dans votre vie 35 000 euros de plus par an. Pour la France, c'est 5 000 euros. Donc en fait, il n'y a pas de gain à ce stade en France, par rapport à l'OCDE, à étudier plus longtemps. Donc ça, il faut évidemment trouver une solution pour rendre de nouveau efficace le système de formation supérieure. Ça peut passer par un mécanisme de sélection plus drastique des formations post-bac. Et puis il y a un deuxième sujet sur l'éducation qui, là encore, est une statistique intéressante. Les professeurs français sont les seuls en Europe pour lesquels le salaire à l'embauche a moins progressé depuis 1985 que l'augmentation du PIB par habitant. C'est-à-dire que, relativement à la population, les professeurs ont vu leur niveau de vie se dégrader. Il y a eu paupérisation relative du corps enseignant. Si on choisit l'éducation de nouveau comme le facteur de motivation, de méritocratie et, j'allais dire, d'intégration à la société, c'est quelque chose qu'il faut corriger et ça explique l'important investissement que nous mettons sur l'éducation dans notre business plan. Il y a à la fois une refonte de la formation supérieure, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, la question des salaires des enseignants. Deuxième axe que je souhaitais commenter, qui est l'investissement dans un secteur particulier qui est celui de l'énergie. C'est à la fois un choix défensif et un choix d'optimisation.
Il se trouve que l'énergie est un enjeu crucial pour la France dans les 30 prochaines années, du fait de notre situation de balance commerciale particulièrement déficitaire, 48 milliards fin 2010. Mais on a la chance d'être encore dépendant qu'à 50% du reste de la planète pour notre besoin énergétique, alors que l'ensemble des besoins européens augmente. Donc notre proposition est simple. Nous choisissons d'investir dans la filière nucléaire pour maintenir au maximum une indépendance énergétique, et nous choisissons d'investir dans la filière, dans certaines filières d'énergie renouvelable afin d'augmenter au maximum la productivité de cette ressource énergétique. J'ajouterai que la réindustrialisation du pays est sans doute un élément très important, un bénéfice très important qu'on peut tirer de ces choix d'investissement dans le secteur de l'énergie. Les transports, pourquoi les transports ? Essentiellement parce que c'est un levier sur la croissance globale. C'est-à-dire que faire des transports, c'est assurer plus de croissance à l'ensemble d'autres filières de production. Un chiffre, l'augmentation de la vitesse de 10% des transports contribue à augmenter la productivité et la production de 3%. C'est l'un des leviers de productivité les plus élevés qu'on a trouvé quand on a fait le mapping de tout ça. Et le taux de rentabilité des infrastructures de transport est aussi l'un des plus élevés en termes d'impact sur la croissance. Donc pour nous, deux choix, un réinvestissement dans le train. On voulait simplement vous dire que l'investissement dans le ferroviaire en France a baissé de 40% au cours des années 90 et 2000. Donc on a un vrai sujet de stratégie. J'écoutais M. Pépi ce matin, j'avais envie de lui poser la question, il était à la télé, j'avais envie de lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ne plus investir dans les trains alors que c'est un fantastique levier de croissance ? Et puis évidemment, il y a l'enjeu du fret qui est intégré là-dedans. Deuxième élément, qui est un enjeu, j'ai envie de dire, de stratégie mondiale, la question de l'automobile hybride. Nous sommes persuadés que le premier constructeur qui parviendra à déposer un brevet industriel sur un processus industriel de construction d'une voiture hybride sera capable de gagner des parts de marché fantastiques au niveau mondial. La Chine y voit, pour son propre avenir, un enjeu considérable, puisque évidemment, elle voit le mur du pétrole lui arriver dessus. J'ai envie de dire, la course est ouverte. On n'a pas encore trouvé la solution technique. Le premier qui sera capable de mettre cette innovation-là sur le marché mondial sera probablement l'un des grands gagnants des 30 prochaines années en termes de tout simplement, de leadership sur le marché. Et puis, dernier élément sectoriel sur lequel on propose l'investissement, c'est la santé. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, ça fait partie des rares marchés sur lesquels on est certain qu'il y aura de la croissance dans les 30 prochaines années, du fait essentiellement du vieillissement de la population mondiale. C'est un enjeu de compétition mondiale énorme. Là encore, un seul chiffre. La demande de médicaments va assurer une croissance annuelle du marché dans les 30 prochaines années de 2,4 à 3,2% par an. C'est l'un des marchés les plus certains, d'une certaine façon, dans les années qui viennent. C'est aussi pour la France un énorme enjeu de dépenses sociales, puisque grosso modo, on estime qu'à partir de 2025, le coût de la dépendance sera environ de 30 milliards par an. On risque de ne pas pouvoir se le payer, tout simplement. Et puis, c'est aussi un énorme enjeu de productivité par la recherche et la balance commerciale. On assiste depuis une dizaine d'années à une chute vertigineuse du nombre de brevets dans le domaine médical déposés par les entreprises françaises, alors que la France, avec la Suisse, fait partie des grands leaders d'innovation sur ce secteur. C'est là encore quelque chose qui n'est pas irréversible, mais qui pourrait le devenir si on n'est pas capable d'agir maintenant. Donc, pour résumer, plus de population, mieux formée, 3 secteurs sur lesquels on fait levier de productivité, l'énergie, les transports, la santé. Et puis, je ne l'ai pas abordé, mais dans les transports, il y a tout un enjeu d'aménagement du territoire qui est en fait le 5e morceau de notre business plan. Alors, pour finir ce tour d'horizon de nos propositions, quelques mots quand même sur la façon dont on finance tout ça, puisque la question, de toute façon, est posée à chaque fois, et puis parce qu'en plus, elle est intéressante. C'est simple, on a besoin de 30 milliards sur 3 ans
que 3 ans. Mais enfin, on dit qu'on a besoin maintenant. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est maintenant que ça joue. On ne peut pas attendre 2017 ou 2020. Il faut les faire maintenant, avec un mix, 1/3 de prélèvement en plus, 2/3 d'emprunt sur les marchés. Alors, 2/3 d'emprunt sur les marchés, ça fait 20 milliards. Ce n'est pas considérable. La France va lever cette année un peu moins de 200 milliards d'euros pour refinancer sa dette. Donc 20 milliards de plus, c'est ni plus ni moins que 10% de plus à trouver sur les marchés financiers. C'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus totalement inaccessible. Ça signifie évidemment un investissement exceptionnel qui vient augmenter la charge de la dette, mais à ce stade, les 20 milliards ne sont pas de nature à détériorer de manière significative l'ensemble de la dette. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la situation est déjà dramatique. Et c'est là que je vais passer à l'étape d'après. Ça, c'est ce qui se passe, selon nous, si on ne fait rien. C'est-à-dire, on se passe en 2010, on a un déficit public en bleu sur ce graphique. Le graphique va jusqu'en 2025. Vous avez un déficit public en pourcentage de PIB en bleu. En rouge, vous avez la dette publique en pourcentage de PIB. Et en jaune, alors je suis désolée, ça ne se voit pas très bien sur le blanc, vous avez les intérêts de la dette publique française en pourcentage de PIB également. Ben, vous voyez que ce n'est pas très très glorieux, c'est-à-dire que dans mon graphique, le dernier chiffre c'est 123, c'est-à-dire qu'on dépasse 120% de PIB de dette publique à horizon 2025. Pourquoi ? Alors ça, c'est le scénario où, entre guillemets, on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on laisse évoluer les dépenses publiques sans les augmenter, mais sans les réduire, et on laisse le taux de prélèvement obligatoire inchangé. Donc en fait, on revient très difficilement par le jeu conjoncturel en 2015-2016 à un déficit public de l'ordre de 5-6% du PIB, mais, et c'est ça le petit problème, les intérêts de la dette française grimpent très très vite. La masse de la dette est actuellement financé à un taux historiquement bas de 2,7%. Le taux normal, en tout cas observé depuis 10 ans, c'est 4%. Notre hypothèse est qu'on ne revient pas aux 4% du jour au lendemain parce qu'on a encore beaucoup de création monétaire, etc. Je passe, je n'ai pas envie de faire trop de macro théorique. Mais grosso modo, le 4%, il est normal dans un monde qui évolue à la vitesse où il évoluait dans les années 2000. Donc la question, elle n'est pas est-ce que oui ou non on revient à 4% d'intérêt ? La question c'est quand revient-on à 4% de taux d'intérêt ? Et ce quand est clé parce qu'au moment où on revient à 4% de taux d'intérêt, si on n'a pas réduit suffisamment le déficit et si notre croissance est toujours de 1,5% par an, la dette part dans le décor, c'est-à-dire que la dynamique des intérêts va plus vite que la dynamique de la croissance économique. Et ça, c'est le scénario malheureusement central si on ne fait rien. Alors, notre proposition à nous, elle est là. C'est-à-dire que je ne vous promets pas des résultats fantastiques, je vous promets simplement que je parviens à maintenir la dette publique à 96% du PIB à horizon 2025. Je ne la fais pas descendre, j'y arrive pas, mais au moins j'y arrive. J'arrive à la stabiliser. Pourquoi ? Parce que si dans un premier temps, évidemment, j'augmente mon déficit public les 3 premières années, je parviens aussi à remonter mon taux de croissance structurelle, à remonter mon taux de croissance potentiel. Et donc au moment où les intérêts de la dette retrouvent le niveau de 4%, je suis capable, par le biais de la croissance économique, de suivre la dynamique des intérêts et je stabilise mon augmentation d'intérêts avec mon augmentation de croissance. C'est une hypothèse très risquée. On a dit dans le livre, il faudra vraiment jouer très très serré. Mais d'une certaine façon, on n'a pas le choix. Moi, je suis convaincue que si on ne remonte pas notre taux de croissance potentiel, on ne pourra pas manipuler la dette publique qui s'est créée en France au cours des 3 dernières années. Et je vais finir par un dernier graphique, si on l'a mis. Ça, c'est le scénario de rigueur. On parle beaucoup, puisque grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est vous proposez des choses qui sont intenables dans les contextes de finances publiques actuelles, et il vaut mieux commencer par une politique de rigueur, et puis après, on fera de l'investissement. Alors, on a regardé ce que ça donnait. Le petit problème, c'est que, alors, le scénario de rigueur, c'est un retour à 3% du PIB de déficit en 2017. C'est le maximum qu'on a réussi à faire, parce qu'avant, ça abîme tellement la croissance conjoncturelle qu'on n'y arrive pas. Mais bon, on arrive à peu près à rejoindre 3% de déficit de PIB en 2017. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, on n'a rien fait sur l'offre.
On n'a rien fait sur la croissance potentielle. Donc en 2017, le taux d'intérêt, lui, est remonté, parce que la croissance mondiale, elle n'a pas attendu la croissance française. Et donc au moment où on arrive à 3% de déficit, en fait, la charge d'intérêt de la dette est déjà tellement élevée, la dette publique est déjà tellement élevée, que la dynamique repart et qu'on n'arrive pas à contrôler le mécanisme. Alors vous allez me dire, à 2 ans près, ça doit passer. Oui et non. Franchement, oui et non. C'est-à-dire que si on n'arrive pas dans les 5 prochaines années à faire quelque chose sur notre potentiel de croissance, j'ai l'impression qu'il sera un tout petit peu trop tard. C'est pour ça que, pour dire les choses de manière plus ramassée, on a conscience que ce qu'on propose, c'est pas quelque chose d'idéal à faire quand on a un déficit public à 7% du PIB et une dette publique à 85% du PIB, mais en même temps, on est de plus en plus persuadé qu'on n'a pas trop le choix. Voilà, c'était la présentation de ce livre. Avant toute chose, je voudrais quand même rendre hommage aux internautes qui nous regardent par le biais de notre site internet. Grâce à ce moyen technologique très intéressant, eh bien, il y a potentiellement 10, 15, 20, 30 fois plus de gens qui sont réunis dans cette salle, qui nous regardent à distance. Voilà, donc c'est quand même très, très appréciable. Peut-être, avant de prendre une question dans la salle, moi j'aurais envie de vous poser une question. Tout simplement lié à la place de la France, si la France suit ce business plan, et la place de la France par rapport à ses partenaires européens. Selon vous, bon, j'imagine que c'est tout à fait compatible, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas, compte tenu de l'intrication des économies européennes, de la dépendance de la France par rapport à ses partenaires européens, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des difficultés fortes, des contraintes fortes qu'il n'y avait pas à l'époque, tout simplement, des 30 Glorieuses? Alors effectivement, le business plan qu'on propose porte sur la France. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que la France interagit avec ses partenaires européens. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé France européenne 2040. C'est-à-dire que la notion d'Europe est clairement au cœur de ce business plan. De 2 façons, on a envie de dire. La première, c'est que sur les 5 secteurs, les 5 priorités qu'on a choisies et les 3 secteurs d'investissement, chacun de ces secteurs d'investissement se réalise, ou en tout cas s'effectue, avec au moins un partenaire européen. Pour les transports, c'est avec l'Allemagne. Pour la santé, c'est avec l'Espagne. Donc clairement, on est bien consciente que réaliser un business plan aujourd'hui pour la France tout seul, ou en tout cas en voulant le faire en cercle fermé, ça ne peut pas fonctionner. Là où vous avez plus que raison, c'est qu'effectivement, ça suppose un levier politique pour y parvenir. On sait effectivement le débat sur la dette en Europe donne lieu, bon, effectivement des solidarités, ou en tout cas pour le coup qui peuvent s'avérer, mais c'est effectivement un levier politique, et là c'est la conclusion, c'est le chapitre 9 du livre, qui pour porter ce business plan et comment. Donc la question pour porter ce business plan et du qui est essentielle effectivement. Et pour être peut-être encore plus concrète sur les partenariats, par exemple, dans le chapitre transport, on propose quelque chose qui, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi ça n'existe pas. On propose, par exemple, de construire avec l'Allemagne un TGV Paris-Berlin. C'est quand même mystérieux qu'on n'ait pas encore fait ce TGV Paris-Berlin. À la limite, c'est presque quelque chose qui aurait dû être fait en parallèle de l'euro, tellement c'est symbolique et tellement ça pouvait donner quelque chose de concret vis-à-vis de notre partenaire allemand. Maintenant, est-ce que l'Allemagne est prête à discuter d'une politique de l'offre, puisque c'est bien ça dont on parle, une politique de croissance, sachant qu'elle n'est pas dans la même situation démographique que nous, qu'elle n'a pas forcément les mêmes objectifs économiques que nous, c'est pas forcément évident. Toujours est-il qu'on aura, à mon avis, plus de chances de passer un accord avec l'Allemagne en proposant une discussion constructive qu'en attaquant sur le thème vous êtes en train de nous voler des parts de marché. Voilà. L'idée, c'est quand même que probablement on aura plus de chances d'emporter, on aura un peu plus de chances d'emporter l'accord politique sur une proposition de partenariat que sur une proposition j'ai envie de dire, de chacun reste dans son précaré. Merci. Dans la salle, y a-t-il des questions? Madame.
Pardon d'ouvrir le feu, la première question est un peu scabreuse. Bien sûr, j'ai beaucoup apprécié votre exposé tonique, votre analyse stimulante. J'ai trouvé qu'il y avait un absent dans votre paysage, il est plutôt microéconomique, c'est l'entrepreneur. Si on veut créer de la valeur réelle et non pas financière, il faut quand même passer par l'entrepreneuriat. Et on déplore qu'il n'y ait pas suffisamment de petites entreprises qui soient devenues des grandes moyennes comme en Allemagne, qui représentent un facteur d'innovation et de créativité. Alors, l'esprit d'entreprise, pourquoi cela ? Je pense que l'esprit d'entreprise, on l'a. Il y a énormément, un foisonnement de créateurs de petites entreprises en France, et principalement dans le secteur des hautes technologies. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bride leur développement. Ce n'est pas seulement l'attractivité du territoire en termes de transport, mais je pense qu'il y a aussi la reconnaissance du rôle de l'entrepreneur dans la vie sociale. Monnet avait mis des chefs d'entreprise autour de la table. Et d'autre part, il y a la fiscalité et la bureaucratie qui sont assez mal vues, peut-être déjà en France, mais surtout à l'étranger. Et on apprécie beaucoup à l'étranger la créativité française, mais on loue moins la complication bureaucratique et le poids des charges fiscales. On est quand même là au taquet en ce qui concerne les comparaisons européennes. Alors, d'abord, merci pour votre question. L'entreprise est très présente dans notre livre. L'idée est la suivante. Pourquoi la France a du mal à susciter la dynamique des entreprises, notamment des PME? Parce que une entreprise, ça demande une prise de risque. Et que la France a des atouts dans des secteurs où la prise de risque ne se fait pas à 3 ou 5 ans, mais se fait à 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que notre premier pilier, le pilier liberté, c'est l'idée qu'il faut, pour susciter l'entrepreneuriat en France, partager le risque entre État et privé. Il n'y a aucun actionnaire qui peut prendre un risque à horizon de 15 ans. Ce n'est pas son boulot. Un actionnaire ne peut pas prendre le risque de financer le TGV Méditerranée privé. Un actionnaire privé ne peut pas prendre le risque de financer le projet d'Airbus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son boulot. En revanche, et si on prend le cas d'Airbus, c'est passionnant, l'État finance est la colonne vertébrale de la prise de risque à horizon de 20 ans, 25 ans d'Airbus. Toutes les PME de la région de Toulouse s'accrochent à cette première prise de risque, cette étincelle, comme a dit Valérie Rabault, et c'est la dynamique de l'État qui enclenche sur des morceaux de prise de risque beaucoup plus restreints et beaucoup plus ciblés le développement de PME ou de grandes entreprises. Alors, le cas d'Airbus est fantastique parce que ça a marché. D'ailleurs, ça a marché vraiment bien. On sait que la dynamique de toute la région de Toulouse, dans le secteur aéronautique, vient de la prise de risque de l'État sur le projet Airbus. Mais il y a quelque chose de plus intéressant. On évoquait le développement des grands leaders français, notamment dans le bâtiment. L'un des grands leaders français dans le bâtiment qui a racheté une télévision a aussi été créé sous la dynamique de la prise de risque de l'État. Il a développé un béton haute performance dans les laboratoires publics pour après les tester sur ces chantiers internationaux. Donc l'entrepreneur en France s'inscrit dans une structure de prise de risque qui est portée par l'État. C'est comme ça que ça a marché pendant 30 ans et c'est pour ça que ça ne marche plus. Pourquoi les brevets chutent en France depuis 15 ans? Pourquoi la recherche-développement est aussi faible en France depuis 15 ans? C'est parce que sans, j'allais dire, colonne dorsale sur ces grands secteurs, il n'y a aucune petite entreprise et même aucun grand groupe qui peut aller sur des prises de risque d'aussi long terme. J'ajouterais que c'est pas quelque chose qui est typiquement français. Il se trouve que c'est les Français qui l'ont inventé. Le partenariat public-privé a été inventé en France dans les années 60. Mais vous prenez la Chine actuellement, la Chine va créer 45 aéroports dans les 3 prochaines années. Pas des pistes d'atterrissage, des aéroports. Ils vont construire 45 aéroports dans les 3 prochaines années. C'est exactement le modèle français. On fait des aéroports, on fait des rails, on fait des centrales nucléaires, dans le cas chinois, et l'entrepreneur privé peut s'agripper à cette structure-là et créer son propre business. Donc voilà, c'est notre théorie.
Notre problème, c'est pas tant effectivement la volonté d'entreprendre en France, c'est la capacité à partager correctement le risque entre ceux qui peuvent le prendre à 3 ans, ceux qui peuvent le prendre à 10 ans et ceux qui peuvent le prendre à 20 ans. Juste un petit mot sur... je suis ravie que vous l'ayez cité, l'esprit d'entreprise. Parce qu'effectivement, Jean Monnet, quand le général de Gaulle lui demande d'écrire ce fameux plan, une des premières phrases qu'on a relues, c'est qu'effectivement, il faut redistiller l'esprit d'entreprise. Lui-même était un entrepreneur, puisqu'il est parti aux États-Unis aller vendre du cognac au moment même de la prohibition, ce qui était quand même une sacrée entreprise. On peut le dire comme ça. Mais ce souffle-là, il l'a distillé au cœur d'une association où il y avait différents partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et c'est peut-être ce pareil-là qu'on a un peu envie de retenter. Bonjour, je représente, je suis au Conseil à l'intégration. Nous venons de terminer un rapport sur l'intégration tout récemment, je suis co-rapporteur. Excusez-moi, et je m'interrogeais donc effectivement sur ce qui a visiblement conduit à des manifestations dans la rue, mais j'ai quand même quelques interrogations sur ce chiffre que vous rapportez de 300 000 immigrants à venir chaque année. À la fois sur le ratio que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, la Conférence mondiale de la population avait aussi fait des ratios pour conserver l'équilibre des pyramides des âges entre les actifs et les non-actifs. Ça avait fait pas mal de bruit, mais ça avait été aussi très contesté. Et simplement la difficulté, c'est-à-dire que ce chiffre théorique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour intégrer les étrangers qui arrivent? Parce que à la fois, nous pensons que le modèle d'intégration fonctionne et a fonctionné, mais a fonctionné sur la durée. Néanmoins, compte tenu de la crise, de problèmes d'emploi, ça peut menacer la cohésion nationale sur certains endroits, sur certains territoires, parce qu'on ne s'est pas vraiment préoccupé des conditions d'accueil, des capacités d'accueil. Moi, je suis très intéressée de voir que vous avez repris les plans. Même quand j'ai travaillé sur l'immigration, j'ai trouvé que c'était passionnant de reprendre les plans parce qu'il y a vraiment une réflexion sur l'immigration, avec d'ailleurs pas toujours des résultats très convaincants, mais enfin, ça faisait partie vraiment de la planification d'après-guerre. Et là, la question, c'est, on constate que depuis des années où l'immigration, c'est des flux de 100, 200 000 personnes, on ne se préoccupe pas, c'est une suggestion que nous faisons pour que le Parlement s'en préoccupe, des capacités d'accueil de la France. C'est-à-dire, nous ne disons pas il faut ou il ne faut pas, mais au moins si on veut faire venir des étrangers en France pour telle et telle raison, il faut que la nation, le Parlement se saisisse des capacités d'accueil en termes de logement pour qu'on ne loge pas les gens dans des territoires difficiles, qu'on ne les loge pas dans des taudis qui brûlent régulièrement, parce que ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas intégrer des personnes dans ces conditions-là. Donc je voudrais savoir si vous avez, vous, analysé ces paramètres. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un des points qui suscite, et à raison d'ailleurs, un certain nombre de questions. Alors, la manière dont on l'a abordé, on a d'abord tenté de voir ce que coûtait, comme vous le disiez, la ghettoisation. Et les chiffres, bon, le Conseil d'analyse économique mentionne le coût sans forcément aborder de chiffres totalement définitif. On en a trouvé un dans un rapport d'un think tank américain proche du Parti démocrate qui effectivement chiffre la ghettoisation à 3,8% du PIB, ce qui est un coût monstrueux. Ça veut dire que mettre des populations, les ghettoiser, ça mange plus que la croissance annuelle produite par an. Donc ça, c'est clairement un poids pour l'économie qui est juste catastrophique. Donc effectivement, même si en France, et là c'est très difficile de faire le calcul, on dit que c'est pas 3,8 mais la moitié parce qu'on a un peu plus d'amortisseurs sociaux, de systèmes sociaux qu'aux États-Unis, ça n'en demeure pas moins un chiffre monstrueux. C'est-à-dire que ça capte toute la croissance, l'excédent de croissance qu'on peut créer. Alors la manière, effectivement c'est une question très difficile, la manière de décliner concrètement un business plan sur cette question-là, on propose, et c'est peut-être une piste qui peut
peut paraître un peu autoritaire, on va le dire comme ça, de réduire les 36 000, il y a des plus qui existent aujourd'hui, de les réduire à 2000 bassins d'emploi de 2000 bassins de vie, pour recréer véritablement une dynamique d'aménagement du territoire qui casse cette ghettoisation dont on a vu qu'en dehors de l'aspect social désastreux, elle a un coût économique extrêmement important. Ce qui permet d'éviter, alors il faut aussi passer par le levier de l'école, levier de l'école qui, comme vous le soulignez dans le rapport que vous avez publié, était aussi un des facteurs ou une réussite de l'intégration à la française, qui est sans doute peut-être cassé aujourd'hui. Donc casser ce levier, faire en sorte que le levier de l'école reprenne la main sur ces 2000 bassins de vie est une piste qu'on aborde pour pouvoir répartir sur le territoire les populations de manière plus homogène et moins ghettoisée. Oui, enfin, évidemment, on ne prétend pas trouver des solutions absolument à tous les sujets proposés, mais il y a quelque chose dont on est assez persuadé, c'est que, il faut évidemment bloquer le mécanisme de ghettoisation, mais on a une chance historique de le faire avec le développement, on va dire, de la dizaine de villes en France, grosses moyennes, qui sont en train de s'envoler actuellement. C'est un changement de tendance par rapport à ce qu'on a vu dans les années 2000. On a des villes, j'ai cité Toulouse, mais on peut citer, il y a évidemment Lyon-Marseille, mais on peut citer Bordeaux, on peut citer probablement Nantes, on peut en citer, on va dire, une petite dizaine, qui sont en train de recréer quelque chose qui ressemble un peu plus quand même à un territoire équilibré que cette énorme pelote que constitue l'Île-de-France. Donc, on se greffe là-dessus, on fait sauter effectivement le mécanisme de flux et on repense la politique foncière au travers d'une grille de 2000 bassins de vie. Et en ce qui concerne l'Île-de-France, la question évidemment des transports, mais bon là on va taper dans la question du Grand Paris et j'ai pas envie d'ouvrir le débat, mais la question des transports en commun fait partie des investissements qu'on décide, c'est-à-dire dans les investissements de transport, on a 4 milliards sur les investissements de transport public, pratiquement tous liés à l'Île-de-France. Voilà. Mais ce n'est qu'un début de réflexion qui mélange question effectivement de vie sur le territoire et question d'éducation. Et il est certain que ce n'est pas totalement satisfaisant à ce stade. Vous savez que sur Internet, il y a des internautes et donc il y a aussi les questions d'internautes. Donc je vais me faire l'écho de l'une d'entre elles. Les 30 glorieuses, cela veut dire une croissance à plus de 5% par an, plein emploi, etc. Pensez-vous réaliste d'envisager une telle croissance dans un monde dont on a découvert qu'il avait des ressources limitées? Merci pour la question. Alors on ne parle pas de 5%. On est d'accord que 5% la croissance qu'on a connue dans les vraies 30 glorieuses, on la retrouvera sans doute pas, pour deux raisons, pour la question du rattrapage et la question qui est mentionnée par l'internaute sur les ressources limitées. Nous, on part sur du 2,5-3%, c'est-à-dire 2 fois les 1,5 d'aujourd'hui, mais pas 5%. Alors oui, mais enfin, donc pourquoi on pense que c'est pas quelque chose d'impossible? C'est parce que le débat, on l'aborde dans le livre, donc nous ne pensons pas que l'hypothèse de décroissance soit une hypothèse réaliste. D'abord, la décroissance pour nous est synonyme de problématiques sociales extrêmement graves, d'appauvrissement, d'augmentation du chômage, etc. Et puis par ailleurs, parler de décroissance, c'est faire l'hypothèse que la productivité, c'est-à-dire l'innovation, la création de nouvelles solutions, n'est plus possible. La question de la limitation des ressources n'est un problème que si on n'est pas capable de trouver de nouvelles solutions. Si nos voitures continuent de fonctionner avec du 8 ou 9 litres au 100, alors effectivement, il y a un moment ou un autre où tout ceci va s'arrêter. Mais encore une fois, on est probablement à 5 ans d'avoir trouvé la bonne solution hybride qui va nous ramener à du 2 ou 3 litres au 100. C'est un exemple très concret, mais c'est un exemple qui permet de voir que la question des ressources peut trouver une solution dans les innovations techniques. C'est pas gagné, c'est absolument pas gagné, mais c'est pas quelque chose
qui est impossible. Et j'ai envie de dire, j'ai plus envie, à titre personnel, de parier sur l'intelligence humaine à contourner les problèmes, plutôt que de se dire que de toute façon, on est trop bête pour trouver une nouvelle solution. Voilà. Merci. Une question dans la salle. Merci. Christophe Dubois-Damien, 30 ans d'expérience plus ou moins glorieuse dans le domaine de l'audit, de la finance et de la stratégie. Madame Karine Berger, vous mentionnez une nécessité qui me paraît évidente, une population qui doit rester jeune et formée efficacement. Est-ce que dans votre livre, vous détaillez le contenu de cette formation et est-ce que vous pourriez nous en donner les grandes lignes? Et aux réponses que j'ai entendues aux questions précédentes, j'ai un certain espoir. Alors on va pas dans le détail au sens où on va pas vous dire les filières qu'on souhaite forcément supprimer, etc. Notre message est simple. À la tête des entreprises, nous devons, notamment des entreprises publiques, nous devons revenir vers des profils scientifiques, des profils d'ingénieurs. Ça, c'est le premier message, qui est un message très lourd et qu'on écrit noir sur blanc, donc on assume. Hein. Désolé pour ceux qui se sentiraient concernés. Pourquoi ? Parce que, comme notre idée, c'est que l'enjeu est avant tout un enjeu de productivité et de solutions technologiques, la capacité de maîtrise scientifique est pour nous la clé des bons choix d'investissement et des bons choix de développement des années qui viennent. Donc, pour répondre de façon peut-être un peu plus précise à votre question, sans aller jusqu'à dire, grosso modo, là il faut aller, là il ne faut pas aller, ce qu'on dit, c'est que, notamment post-bac, il faut former beaucoup plus de scientifiques et d'ingénieurs et on va dire, peut-être accepter que certaines filières qui n'ont pas la possibilité de former à un marché du travail efficace ou qui ne donnent pas lieu à un gain pour le marché du travail soient moins financées par la puissance publique et soient renvoyées, j'ai envie de dire, à des solutions privées. J'ajouterais quelque chose, c'est que dans notre compte CISIJ, c'est une façon peut-être de ne pas répondre, mais en même temps c'est une façon peut-être de montrer à quel point on croit à ça. Dans notre compte CISIJ, c'est une jeune ingénieure indienne qui s'appelle Kadi et qui est recrutée au début des années 2020 par Enusoft, qui est la fusion d'EDF et d'Areva. J'annonce aux deux PDG que voilà, c'est terminé, on les fusionne. Et donc, au-delà de la formation, c'est la capacité que la France aura d'attirer des profils de ce type-là, des jeunes ingénieurs qui viendront du monde entier et qui se diront il y a quelque chose à faire dans ce pays. Donc clairement un choix scientifique assumé et par ailleurs la nécessité de ne surtout renoncer à aucune formation qui a été faite à l'étranger sur des profils très divers. Et là, c'est pas forcément d'ailleurs des profils à haute valeur ajoutée, ça peut être très large. Voilà. Je ne sais pas si ça... Très vite, j'ai une réaction, une observation et une question. Une phrase pour chacune. La première réaction, c'est qu'en vous écoutant, donc je n'ai pas lu votre livre, hein, je réagis à ce que j'ai entendu, je ne vous trouve pas si optimiste que ça. Contrairement au titre, ou contrairement à ce que vous voudriez suggérer au second degré derrière le titre. Deuxièmement, l'observation, alors il y a la question d'un internaute là, qui m'a précédé, mais j'observe que oralement, encore une fois, vous avez pris le parti de ne pas parler, vous n'avez même pas prononcé le mot d'environnement, des limitations physiques, énergie, changement climatique. Je ne suis pas en train de prendre parti. Vous avez pris le choix, vous, de ne pas l'évoquer comme limitation, comme frein éventuel à votre généreuse vision de l'avenir des 30 ans à venir. Okay, matière première au sens large, hein, limitation. Là, bon. Et troisièmement, la question, c'est, alors c'est délicat, et si vous voulez pas y répondre, mais ça me choque pas. Mais qu'est-ce que vous, non mais on vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans votre cursus, dans vos alliés, dans vos partenariats, dans vos zones de lecture, qui nous laisse pas une trace un peu d'incantation, c'est-à-dire comment vous vous situez par rapport au débat politique qu'il y a par derrière. Il y a des choix de société que vous proposez,
pas plus. Mais par derrière, il y a des options politiques. Ça va, comment vous vous situez et comment vous vous dites je peux servir à quelque chose autrement qu'une incantation de plus dans le concert des économistes, des sociologues, des grands penseurs, des éditorialistes ou des yaka faucons. Alors, je vais peut-être commencer. Alors, c'était l'observation. Le premier point, c'était l'observation. Il y avait l'observation, le commentaire à la question. Voilà. Donc, l'observation. Sur l'observation, vous dites, on présente finalement un scénario qui serait peut-être moins glorieux que celui que veut bien suggérer notre titre. La réflexion qu'on s'est faite toutes les deux, c'est de se dire, il a été possible de créer une période de 30 glorieuses en France, avec des conditions qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui, une structure de population qui était différente, une histoire différente. Mais il y avait une architecture très très forte sur laquelle on croit beaucoup et sur laquelle on mise, c'est le modèle français. Qui est une spécificité véritablement française, que depuis 10-15 ans, on a dénigré en se disant l'herbe est plus verte ailleurs. On va d'abord aller chercher le modèle anglo-saxon. Ensuite, la dernière campagne présidentielle, c'était le modèle suédois. Et depuis 4-5 mois, on nous explique que l'alpha et l'oméga de la croissance, c'est le modèle allemand avec l'exportation. Bon. Donc nous, ce à quoi on croit énormément, c'est ce modèle français. Avec des atouts dont on dispose aujourd'hui, mais qu'on pense insuffisamment valorisés parce que ce modèle-là a été cassé. Alors, le pari qu'on fait, c'est 30 glorieuses, puisque c'est un pari. On tente d'imaginer ces 30 glorieuses dans 30 ans. C'est qu'en reconstruisant ce modèle et en l'appuyant sur les atouts, parce qu'on ne part pas de rien aujourd'hui, on peut parvenir à une période de prospérité. Et c'est peut-être pas ce qu'on a représenté et discuté ce soir, mais c'est le chapitre 1 de notre livre. Le chapitre 1, CZG, c'est en astronomie un alignement parfait de planètes. L'alignement parfait du modèle français de ces 3 piliers, c'est cette période de prospérité qu'on imagine dans un scénario fictif avec Caddy, avec Anusoff, avec Marx Moore à sa tête. Donc effectivement, le premier chapitre qu'on écrit est un chapitre de fiction heureuse, mais qu'on pense crédible à plusieurs conditions. Et encore une fois, on s'en remet à Fourastier. Le progrès, c'est pas quelque chose qui arrive en claquant des doigts, c'est véritablement quelque chose qui se construit. Donc on peut le construire. Et ce scénario-là, on arrive à l'imaginer de manière positive. Le dernier mot du livre, peut-être vous le révélez devant les internautes, c'est de savoir qui est le nous. Voilà, donc effectivement, si on ne remplit pas un certain nombre de conditions, le nous, ce sera sans doute quelqu'un d'autre dans un autre pays, voire sur un autre continent. La deuxième question, le deuxième commentaire, c'était sur l'environnement, dont vous indiquiez qu'il n'était pas mentionné dans notre présentation, ce qui est vrai. Mais pour nous, l'environnement se traduit en termes d'objectifs sur la productivité des ressources. C'est-à-dire que l'environnement est un moyen, ce qui est l'objectif, c'est de valoriser et d'utiliser au mieux, enfin d'extraire au mieux une productivité sur les ressources dont on sait qu'effectivement elles seront limitées. C'est pour ça que toujours dans le premier chapitre, un inventeur invente pour nous le brevet de la voiture hybride qui consomme 2 litres au 100, ce qui clairement serait une révolution dans le monde si on parvenait à cette création-là. Tu me laisses la question politique. Est-ce que vraiment on pense avoir une petite chance de faire levier, c'est un petit peu sur la décision française? Écoutez, je vais vous le dire très franchement, si c'est pas notre génération qui est capable de relancer ça, on ne voit pas très bien comment ça va fonctionner. C'est-à-dire que peut-être que ça fait partie, on va dire, du brouhaha général, mais moi j'ai l'intuition que les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont une grosse dizaine d'années d'expérience professionnelle en France, qui se disent que la suite des événements dépend d'eux et pas des autres, ces gens-là sont prêts à agir. Voilà. C'est peut-être quelque chose de faux, mais j'ai vraiment ce sentiment-là que notre génération, dit autrement, la génération qui a pris le pouvoir à la fin des années 90 a dit on fait du statu quo. On ne bouge plus, économie, politique, on ne bouge plus, on ne quitte pas le siège, ça permet de vivoter. Et évidemment, on ne prend pas de risques.
L'hypothèse qu'on fait, c'est que les gens qui arrivent là, qui ont une quarantaine d'années, ont envie de remettre le risque sur la table. Alors, est-ce que ça se traduira par un choix en ce sens-là l'année prochaine, sur le choix politique de 2012 ? C'est pas gagné. Pour des raisons de structure de vote de la population française, c'est pas gagné. Mais dans le livre, on dit, à la limite, n'essayons pas de rêver à l'homme ou à la femme providentielle. Faisons le pari qu'il y aura 4-5 personnes de bonne volonté qui seront mis dans le gouvernement de l'été 2012 et qui tenteront tout simplement de se reposer les questions dans l'ordre. 1, qu'est-ce que je veux pour mon pays ? 2, est-ce que je peux mettre quelque chose sur la table pour obtenir cet objectif ? 3, est-ce que j'essaye de le faire en l'espace de 3 ans ? C'est vraiment des questions de B à bas qui, à mon avis, sont de la responsabilité de n'importe quel élu politique national qui prendra le gouvernement de la France à l'été 2012. Mais je reconnais qu'il y a un gros risque que ce ne soit pas forcément facile. Oui, moi j'aurais tendance à répondre à la troisième question de façon plus violente que vous. Bien sûr que vous allez gagner, bien sûr que vous allez être copié, parce que votre modèle, il est quand même franchement étatique. Or, la France adore l'État, et puis les politiques, ils ne rêvent que de ça. Ce matin, il y avait Ségolène Royal qui voulait contrôler les prix à peu près à tous les niveaux, et hier, c'était le président de la République qui voulait agir sur les salaires. Donc vraiment, les politiques adorent intervenir. Alors, j'ai le privilège d'avoir vécu les 30 Glorieuses, et même un peu plus. Je crois que le livre de Fourastier fait quand même un peu la distinction entre la période de la reconstruction d'après-guerre, celle où effectivement le commissariat au plan a été un outil fantastique, et puis une deuxième période que j'appellerais un peu la période gaulliste, où il y a eu des initiatives un peu comme celle que vous invoquez et que vous voulez reproduire. Alors j'ai vraiment l'impression là quand même que vous êtes un peu optimiste. Alors précisément sur un de vos piliers, sur le degré de confiance qui peut être reconstitué entre les élites technocratiques et la population française. Et je crois que, si vous voulez, une des vertus de Jean Monnet, c'était précisément d'avoir réussi cet endroit où il y avait c'était pas les technocrates qui faisaient la loi. Alors je me demande si vous n'êtes pas un peu trop cher camarade, mais bon, voilà. Comment reconstituer la confiance ? Alors, il y a aussi une question aussi que je voulais vous poser. Vous travaillez dans des groupes internationaux. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce que vous avez dit. Je ne suis pas trop critique. Quand même. Il y a le fait qu'il y ait des stratégies, qu'il y ait des priorités, que ce soit industriel, que ce soit économique, que ce soit précisément sur l'avenir de branches économiques. Mais il y a quand même un facteur que à mon avis, par-dessus lequel vous sautez allègrement, c'est quand j'ai été le patron d'un groupe multinational. Et donc, si vous voulez, quand on parle du modèle français, quand on parle du modèle européen, dans le monde entier, tout le monde adore l'idée de l'équilibre social, du fait que les inégalités soient plus faibles qu'ailleurs. Mais en revanche, quand on parle du modèle français, on n'est pas très attirant. On a vraiment l'impression que les étrangers qui vont venir travailler en France, qu'ils soient américains, suédois ou chinois, c'est pas évident de les amener quand même en France. Donc le modèle français n'est pas attirant. Et donc comment le faire pour le rendre attirant ? Effectivement, c'est une bonne question. Il y a une chose c'était avant qu'on commence à écrire le livre, The Economist, qu'on ne soupçonnera pas, je crois, d'être de sympathie immédiate vis-à-vis de la France, pour le dire poliment, en mai 2009, avait fait une couverture sur le modèle français, en disant « ça marche ». Alors évidemment, on l'a acheté pour voir ce qu'il y avait dedans. Et il reconnaissait, alors c'était pas présenté comme la synthèse qu'on en a faite, mais effectivement, il voyait la protection sociale qui était mentionnée, mais surtout, il mentionnait Colbert, en disant, voilà, il y a une très forte structure pour porter des risques, pour créer des inventions. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est nous qui n'aimons plus le modèle français ? Ou est-ce que finalement, en tout cas, certains anglo-saxons, à certains moments, je vous rassure, ça a duré 3 mois. Voilà, ça a duré 3 mois dans The Economist, ça n'a pas duré plus. Mais est-ce que finalement, on n'est pas en train de s'auto-dénigrer parce que depuis 15 ans, on s'est laissé enfermer dans certaines paroles déclinologues ? Nous, c'est ce qu'on pense. Effectivement, cet article-là
a depuis rencontré de nombreux échos, toujours dans la presse anglo-saxonne. Le Financial Times, il n'y a pas longtemps, Martin Wolf explique qu'il faut... Alors quand même, Martin Wolf, que là non plus on ne soupçonnera pas, ni d'être Colbert, non. Ouais, peut-être un peu plus que The Economist, mais pas tant que ça. De dire il faut qu'il y ait une structure d'investissement de prise de risque important. Et puis Obama, c'était quand jeudi ou mercredi dernier, dans son discours sur ce que doit être le futur de la nation américaine, a clairement expliqué qu'il devait y avoir de l'investissement sur le futur, de la prise de risque sur le futur. Alors je ne crois pas qu'on soit tellement décalé avec notre modèle français d'origine, celui qui repose sur 3 piliers. Encore une fois, le pilier égalité qui peut peut-être choquer certains anglo-saxons, c'est pas de l'égalitarisme. L'ascenseur social, mais dans sa version d'origine. Dans sa version d'origine, l'ascenseur social, c'est qu'effectivement, il y a une prise de participation au progrès par tout le monde, mais celui qui crée plus engrange plus de richesse à titre personnel. Oui, vous avez fait beaucoup référence au plan. Alors je voudrais rappeler qu'en fait, il a fallu attendre le 7e plan pour que la France investisse dans le domaine des télécommunications. À l'époque, elle était derrière la Grèce. Et ma question serait, dans tout l'exposé, sur lequel il y a beaucoup d'idées qui m'ont paru bienvenues, et puis en plus, on ne peut qu'être séduit par l'enthousiasme que vous y mettez. Comme vous dites, il faut que ce soit votre génération qui prenne les choses à bras-le-corps. Vous n'avez pas prononcé une seule fois le mot numérique. Alors, est-ce que c'est parce que ça diffuse dans l'ensemble des investissements que vous imaginez, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Et enfin, je ne résiste pas au plaisir, puisque la phrase vient d'être prononcée, il est dommage d'utiliser l'expression ascenseur social, parce qu'un ascenseur, c'est quelque chose dans lequel on s'installe, on ne fait aucun effort, sinon celui d'appuyer sur le bouton, et on se retrouve en haut. C'est l'ascension sociale qu'on a vécu pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire des gens qui retroussaient les manches, qui assuraient à leurs enfants les revenus suffisants pour qu'ils puissent suivre leurs études et qui leur permettaient ensuite de déboucher. Voilà. Merci pour la deuxième remarque. C'est vrai que c'est un peu trop passif, ascenseur social, même si ça garde l'idée que la dynamique individuelle est portée par quelque chose qui est plus général. Alors sur les télécoms, écoutez, je crois qu'on va devoir réécrire le bouquin parce qu'on nous pose la question à chaque fois. Bon, je dirais pas qu'on les a oubliés. On a peut-être fait une erreur de calcul, mais dans les parce que évidemment vous posez la question sur la question du réseau, pas sur la question sur la question d'un réseau. Mais parce que notre point est le suivant. L'État n'a surtout pas à intervenir dans les investissements qui peuvent être financés par le privé. La question des logiciels, c'est purement du marché privé. Il n'y a aucune raison pour que... Excusez-moi, quand vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, vous vous rendez compte que tout ce qui porte l'informatique mondiale, en gros, c'est le département de la défense des États-Unis. Sur les réseaux et sur les grands logiciels, il n'y a pas de calcul. Je vais le dire autrement. Il n'y a pas de calcul économique qui nous amènerait à penser que la prise de risque pour la recherche d'un logiciel actuellement ne puisse pas être prise par le privé. Il n'y a pas de... vraiment, en revanche, sur les réseaux, sur la construction d'un réseau pour porter l'information numérique, il est probable que là, la question est posée. Alors, on avait fait des calculs qui tendaient à nous montrer que c'était plutôt moins cher que des réseaux de transport ou des réseaux que des réseaux d'énergie. Mais là, peut-être qu'on a commis une erreur parce qu'on nous pose tellement la question que je pense qu'il va falloir qu'on fasse un sixième point. On va prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Madame. Bon, alors, monsieur. Bonjour. Écoutez, moi j'ai une question sur les aspects santé. Parce que vous avez évoqué le fait, enfin votre idée était de relancer le médicament. Et je ne pense pas que ce soit la bonne, parce que vu les affaires récentes sur le médicament, je ne crois pas que votre objectif qui était d'augmenter et d'améliorer l'espérance de vie de la population passe par le médicament. Bien au contraire, je pense qu'elle passe par la réduction des inégalités de santé. Elles sont liées aux inégalités sociales, puisque c'est
essentiellement ce qui va modifier l'espérance de vie. Donc je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers l'idée de relancer la prévention, puisque c'est par la prévention que vous augmenterez l'espérance de vie, une prévention dans le domaine médico-social, puisque vous avez parlé dépendance, et c'est bien par la prévention que ça va passer, par la prévention dans les modes de vie, etc. Je pense que c'est le plus gros levier. Et ce levier-là, moi je trouve qu'il est intéressant parce que c'est un bon exemple de partenariat public-privé, et dans lequel c'est bien le public qui tire. C'est si nous mettons en place une politique de santé publique qui tienne la route, et c'est seulement si nous la mettons en place, et c'est pas vraiment le chemin qui se prend, et je trouve que c'est intéressant que vous l'évoquiez, c'est bien par là que ça va passer. Donc j'étais juste surprise que ce soit l'industrie du médicament que vous mettiez sur le devant de la table, parce que je pense que c'est vraiment pas là que ça va se passer. Et par contre, je pense que ce que vous avez dit est tout à fait vrai quant à ce rapport public-privé, et au fait que c'est bien par une politique publique de santé publique active et dynamique que l'on va pouvoir tirer effectivement le privé pour favoriser aussi bien dans le médico-social, puisque je crois qu'effectivement c'est la dépendance, et puis sur l'espérance de vie. Voilà. Je vous remercie vraiment pour cette question parce que pour nous la santé est un point. On n'a pas été très challengé sur la question de la santé, alors que bizarrement personne. Enfin, c'est pas quelque chose de naturel. En tout cas, la santé n'est pas dans les plans historiques de la France. Notre approche est la suivante, c'est-à-dire qu'on est d'accord. La santé est toujours vue en France sous l'angle du coût. Jamais sous l'angle de la richesse, de la création de richesse. Et on propose de fusionner les deux. C'est-à-dire qu'il faut absolument maîtriser le coût. Et là, je vous rejoins, mais alors absolument, madame. La question de la prévention est centrale. C'est-à-dire sans capacité de prévention, on ne sera pas capable d'assurer notre pilier égalité parce qu'on ne pourra pas le payer. Donc ça, on est complètement d'accord. Mais on a un autre sujet quand même, c'est qu'il y a certaines maladies, pour le coup, qui ne peuvent pas être soignés par la prévention et qui vont constituer un problème de coût et aussi un enjeu productif. Je suis obligée de citer Alzheimer. Alzheimer ne trouve pas de réponse dans la prévention à ma connaissance. Je ne suis pas médecin, mais c'est terrible à dire, mais le premier laboratoire ou les premiers laboratoires qui trouveront une solution type vaccin à Alzheimer, non seulement rendront un fier service au système de protection sociale des pays développés, mais en plus, on va le dire très clairement, vont gagner un pognon fantastique dans le monde. C'est comme ça que ça va se passer. Nous, ce qu'on dit, c'est que sur certains sujets, non seulement il vaut mieux se placer tout de suite, il faut que l'État ait la main sur le contrôle de certains brevets, type Alzheimer. Il faut aussi que, j'ai envie de dire, les effets de protection que ça va engendrer pour la France soient à la fois nous permettent de gagner certaines parts de marché dans le monde, mais nous évitent de devenir dépendants. Et là, c'est pour ça que je vous remercie vraiment de vous poser la question, parce que ça me permet d'évoquer quelque chose que j'ai rarement évoqué dans la présentation de ce livre. Dans notre scénario noir, on a un élément auquel on croit, on a beaucoup discuté, mais on y croit pas mal, c'est que la balance commerciale de la France devient hors contrôle, le déficit commercial de la France devient hors contrôle, parce que certains laboratoires dans le monde parviennent à décoder c'est pour ceux qui ont vu le film Gattaca, c'est un prolongement de la réflexion du film Gattaca. Certains laboratoires mettent à disposition des grandes compagnies, notamment d'assurance, la description du génome, et l'achat par les entreprises françaises de cette technique à l'étranger est un problème pour la balance commerciale de la France. Voilà. Donc ça, c'est notre scénario noir. C'est-à-dire, ça fait partie des enjeux liés à la santé dans le futur. Donc on est complètement d'accord qu'il y a la question de la prévention, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, une sorte d'enjeu économique, et on ne voit pas suffisamment probablement la santé comme un enjeu économique, de leadership sur certaines solutions techniques qui seront indispensables dans les 30 années qui viennent, et qui, si elles sont détenues par d'autres pays que nous, pourraient nous coûter extrêmement cher. Donc c'est les deux à la fois. Je compléterai juste en disant qu'il n'y a pas que l'aspect effectivement technique. Je pense qu'il y a aussi une ingénierie de savoir-faire en termes de prise en charge de malades. Et ça, cette ingénierie-là, elle est très bonne en France, et je pense que nous ne la développons pas assez. Merci. François Lucas, je suis moi agriculteur.
charentais, donc Monet, je connais, Cognac. J'étais en retard, j'ai pas pu assister à tout. J'étais retenu avec le modèle français au ministère de l'Agriculture parce qu'on est en train de réfléchir à faire en sorte que la grande distribution répercute en pied de facture les hausses de matières premières. Je dis, le modèle français est très malade. Alors, vous avez évoqué, je crois que vous écriviez un deuxième bouquin, parce que, effectivement, le numérique, l'Australie, je suis aussi rat des champs, et je m'inquiète de l'avenir du milieu rural si on l'oublie. L'Australie vient de s'engager, je crois, dans un programme à 5 ans, avec développement du très haut débit sur tous les habitants d'Australie. La France, je crois que c'est 50 milliards d'euros le coût, entre 30 et 50 milliards. Je suis aussi au CES et on a fait une étude là-dessus. Mais ce que je voulais évoquer, puisque si j'ai bien compris, l'environnement a été peu évoqué, l'agriculture en tant que fournisseur en continu de carbone, qui va être un des éléments, je dirais, stratégiques dans les 30-40 ans qui viennent, quand le carbone fossile se sera fait rare. Cette agriculture, je partage votre avis, refuser la décroissance parce que si c'était les hommes des cavernes qui avaient décidé, comme nous, qu'ils avaient atteint le seuil d'intelligence pour dire stop, on arrête, on ne serait pas là. Donc j'ai la confiance en l'agriculture. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez jeté un regard sur les propositions de la Commission européenne pour l'évolution de la politique agricole commune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut se demander si, justement, on n'a pas, je dirais, dans nos rangs et derrière, des gens qui sont en train de nous tirer dans le dos pour nous empêcher d'atteindre de retrouver ces 30 glorieuses. Et vous avez évoqué la nécessité de quelqu'un qui incarne et qui soit leader. Je compare aujourd'hui l'Europe, parce qu'en tant qu'agriculteur, c'est ce que je vis en permanence, à un gros paquebot, 27 moteurs, 27 gouvernails et pas de pilote. Et je me demande si ça peut nous aider, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France est quand même une des composantes européennes. Merci pour la question et merci. Je suis ravie qu'en dernière question, il y ait la question de l'agriculture. Karine m'a passé le micro. Parce que donc je suis originaire d'un département très rural, le Tarn-et-Garonne, donc pas très loin de des Charentes, où la question est essentielle. Alors, dans le livre, on propose 5 priorités. En fait, il y en a une 6e, qui est l'agriculture, sur laquelle on met de l'argent. C'est-à-dire que, en fait, on vous a menti, c'est pas 5, c'est 5 plus 1. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours présenté comme ça. Mais voilà, pour différentes raisons. C'est-à-dire que les 3 secteurs sur lesquels on investit, on a parlé, ont un levier très très fort sur la croissance. L'agriculture, nous, le schéma qu'on a pour cette France de 2040 des 30 Glorieuses, c'est effectivement qu'on veut continuer à pouvoir se nourrir sans devoir importer qui des asperges, puisque certains sont devenus leaders des asperges en l'espace de 10 ans, nos voisins allemands, pour ne pas les citer, qui des kiwis, je ne sais pas où, qui du mouton de Nouvelle-Zélande, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. Donc l'agriculture telle que on la veut pour cette France des 30 Glorieuses, c'est qu'on assure notre autosuffisance, là on est très clair là-dessus, qu'on met 3 milliards, donc on est largement supérieur à différents plans qui ont pu être avancés ici ou là. Et alors après, effectivement, se situe la question de la PAC, sur laquelle on n'a pas apporté de réponse dans ce livre, on va être franche avec vous, mais il est clair que quand on regarde l'architecture, l'objectif qu'on se fixait, c'est sûr que l'Europe aujourd'hui ne se fixe plus d'objectifs. Si on dit qu'un business plan, c'est un objectif qu'on décline de manière chiffrée avec des moyens, aujourd'hui on en est loin sur cette question-là. Voilà. Donc je ne vais pas vous mentir, on n'a pas de chapitre dédié à l'agriculture. Pour nous, c'est une condition sine qua non, et assurer cette autosuffisance en mettant aussi de l'argent là-dessus, parce que effectivement, les choix qui sont faits aujourd'hui en matière européenne ne nous conviennent pas. On les a remis comme une condition, le 5+1 que mentionnait Karine. Voilà. Merci à tous. Et donc, il y a matière à faire peut-être un 2e tome des 30 Glorieuses Sandrando. Bonne soirée.